Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Alors aujourd'hui, Israël, comment ça marche, un peu particulier parce qu'on va parler des hôpitaux et plus particulièrement du système hospitalier en Israël, mais vu de l'intérieur grâce à un professionnel qui est à ma gauche. Il s'appelle Marc Assous. Vous l'avez peut-être déjà rencontré. Il est chef de service, plutôt directeur du laboratoire de microbiologie clinique de Shaare Zedek. Alors les hôpitaux, vous comprenez, il connaît. Comment ça va, Marc? Je connais un peu, je connais pas. Un peu. Un peu. Ça va, Marc? Ça va. Alors, le système de santé hospitalier en Israël est très différent de ce qu'on connaît en France. Ouais, complètement différent. Alors, pour commencer, le principe, contrairement à la France, d'abord, commençons par les hôpitaux. Les hôpitaux appartiennent à trois structures différentes. La première, à peu près 40% des hôpitaux appartiennent aux Coupotes-Rolim. C'est les hôpitaux des Coupotes, mais elles ont des accords avec les autres Coupotes-Rolim pour que n'importe quel patient puisse être hospitalisé. Alors, est-ce à dire que lorsqu'ils appartiennent aux Coupotes-Rolim, ils sont publics ou pas? Non, la Coupote-Rolim n'est pas publique. C'est un organisme qui est mandaté qui est une assurance de santé. Mais la différence avec la France, ou la plupart des pays du monde, en tout cas, c'est qu'en Israël, l'assurance de santé, la sécurité sociale française, n'est pas qu'une assurance, elle a aussi ses propres services. C'est-à-dire qu'elle a des hôpitaux, elle a des cliniques, elle a des médecins, elle a des laboratoires, surtout des laboratoires par exemple, en ce qui concerne des laboratoires, et tout ça en interne. Donc ça change complètement le fonctionnement du système, et beaucoup de Français qui vivent en Israël, ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Exact. Alors, pour faire la chose un peu claire, donc certaines Coupotes-Rolim ont des hôpitaux, essentiellement, si je ne me trompe pas, la Clalit, dans le nord et dans le sud d'Israël. Par exemple, l'hôpital Soroka de Beersheva appartient à la Clalit, et plusieurs hôpitaux du nord d'Israël aussi appartiennent à la Clalit. Ensuite, il y a les hôpitaux qui appartiennent au ministère de la Santé. Donc, c'est la majorité des hôpitaux. Alors, ceux-là, ils sont publics ou pas? Ceux-là, ils sont publics, au sens strict du terme, sauf qu'il y a un problème de fond, de droit international ou de droit national, c'est que le ministère de la Santé, dans ce cas-là, il est à la fois acteur et régulateur, ce qui n'est pas possible, puisqu'il est le ministère de la Santé, donc c'est lui qui est normalement le régulateur, c'est lui qui doit veiller pour les citoyens israéliens au bon fonctionnement des hôpitaux selon les standards qui sont... Mais en même temps, il est acteur, donc, parce que c'est lui qui budgète le fonctionnement des hôpitaux. Donc c'est un peu compliqué, c'est un peu historique aussi. Et il y a l'exception, en fait, mais à Jérusalem, on est une exception, c'est bien connu. Il y en a d'autres. Oui, mais l'exception, c'est les hôpitaux privés. Les hôpitaux privés, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très très peu. Et à Jérusalem, c'est l'exception parce qu'à Jérusalem, tous les hôpitaux de Jérusalem sont des hôpitaux privés. Hadassah est un hôpital privé et Shaare Zedek est un hôpital privé. Bikur Cholim appartient maintenant à Shaare Zedek. Donc tous les hôpitaux de Jérusalem sont des hôpitaux privés. En ce qui concerne. Ensuite, dans le reste du pays, il y a quelques hôpitaux privés qui sont Laniado, Maïne, Shua. Il y avait un hôpital privé il y a aussi un hôpital privé à Haïfa, mais c'est relativement mineur. Alors, les hôpitaux privés... Alors, les grands hôpitaux de Tel Aviv, par exemple. Les grands hôpitaux de Tel Aviv, certains sont gérés à... Ichilov, Tel Shomer appartient au ministère de la Santé 100%, et Ichilov est un hôpital qui appartient au ministère de la Santé, mais il y a une participation de la région. Je ne sais pas exactement dans le détail, mais en gros, ça fonctionne comme ça. Donc, tout ça pour expliquer... Alors, c'est important de savoir comment ça fonctionne, parce que ça veut dire que déjà, ça ne va pas être la même règle dans tous les hôpitaux. Au niveau du fonctionnement interne. C'est-à-dire que pour les professionnels de santé, c'est différent. Pour les professionnels de santé, c'est complètement différent. Par exemple, quand un médecin fait la grève à Ichilov, il est payé. Mais quand il fait la grève à Hadassah ou à Shaare Zedek, alors... il n'est pas payé. D'abord, il n'est pas payé, mais s'il fait la grève trop longtemps, il n'y aura plus d'argent dans l'hôpital pour payer tout le monde, pour payer personne. D'accord ? Donc, ça change complètement les règles du jeu. Donc ça, il faut comprendre comment ça fonctionne. Alors, en ce qui concerne les caisses maintenant, les caisses d'assurance maladie, qui sont les grandes Coupotes-Rolim, elles ont des accords avec les hôpitaux qui font que si le patient est adressé à l'hôpital par le médecin de la Coupa, alors la Coupa prendra en charge
l'admission Mioun et éventuellement hospitalisation. L'admission aux urgences et prise en charge que si c'est un médecin qui adresse. Si c'est pas un médecin si qui c'est adresse... un médecin qui adresse et si ça doit déboucher sur une opération, c'est aussi pris en charge ou pas? Oui, c'est pris en charge. D'accord, à 100%. Oui, à 100%. Ceci étant, dans tous les hôpitaux, il y a un bureau de chaque représentant de chaque COUPA qui vérifie le bon déroulement des choses. Qu'il n'y a pas d'hospitalisation abusive, qu'il n'y a pas de... En vérité, ce bureau est censé défendre l'intérêt des patients. Elle le fait aussi. Mais aussi défendre l'intérêt de la COUPA, évidemment. Ça, la plupart de l'Imradachim ont compris que la COUPA, c'est quand même une grande organisation. Maintenant, le deuxième chose qui est très importante à comprendre par rapport au fonctionnement, par rapport à la France, c'est qu'à partir du moment où la COUPA, elle a aussi ses propres services, alors c'est pas du tout la même chose pour elle de budgéter en interne et de budgéter en outsource, de budgéter des actes qui sont externés. C'est pour ça que tous les gens comprennent que c'est un grand cauchemar d'obtenir un acte qui n'est pas fait d'un examen qui n'est pas réalisé par la COUPA Trolim, parce que la COUPA doit le payer vraiment comme acte médical et pas comme prestation qui est réalisée au sein de la COUPA. Ça lui coûte plus cher, donc elle n'a pas tellement envie et elle le donne pas, de le faire. Elle traîne les pieds. On peut dire ça comme ça. Oui, en général, il y a énormément d'argent qui circule, c'est un très grand budget. Maintenant, officieusement, tout va bien. Enfin, officieusement. Le système de santé israélien, qui n'est pas parfait, comme aucun système de santé n'est parfait, il y a quand même le grand avantage que c'est un des systèmes qui est le moins déficitaire dans le monde et qui quand même permet à la plupart des gens, que Dieu préserve, parce qu'on est très malade, d'être soigné comme il faut. Parce qu'il y a le système américain, il est pas déficitaire, mais la plupart des gens, même quand ils sont très malades, sont pas toujours bien soignés. Donc ça, c'est un. Maintenant, le prix à payer en gros, dans le système israélien, c'est la lourdeur administrative et aussi le problème du délai. Le fait que toutes les procédures administratives ralentissent le délai de prise en charge du patient. Et c'est pour ça que aussi, je pense à des examens plus compliqués comme des scanners, des IRM, etc. Il y a aussi un problème du fait qu'il n'y ait pas assez d'appareils dans le pays. Aussi. Ça dépend quoi. Là, par exemple, en ce qui concerne pour l'exemple du PET-CT, c'est un très bon exemple qu'il faut connaître. Les gens ne connaissent pas. Lorsqu'il a été question d'implanter cette technologie qui est très importante pour le suivi de certaines pathologies, en particulier des cancers, etc. Alors, il a été, pour une fois, entre guillemets, mais ça a été bien décidé, donc il était hors de question, il était indispensable que dans chaque ville, il y ait au moins entre un ou plusieurs appareils et qui fonctionnent 24 heures sur 24. Ce qui n'est pas le cas à l'étranger. Ce qui n'est pas le cas à l'étranger, qui fonctionne le plus souvent, et qui fonctionne de manière intensive pour amortir les coûts. Et ceci étant... en gros, ça marche quand même bien. Ça marche plutôt bien. Donc, ça dépend comment... Maintenant, c'est vrai qu'il y a le problème du délai qui est une des conséquences du système. Ce qui gêne le plus les Olim Khadashim, c'est l'accès aux soins. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout l'habitude que l'accès aux soins est limité par la COUPA. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. C'est très énervant. C'est comme ça dans tous les pays du monde, mais en France, c'est pas comme ça. On a envie d'aller se faire soigner quand on veut, alors qu'on veut, avec qui on veut. Voilà, on veut quand on veut, on va quand on veut, chez quel médecin on veut, quand on veut. On veut les 3 fois chez un médecin dans la même journée, on peut le faire. On paye, on se fait rembourser, point. Mais là, c'est pas comme ça. Pareil, il y a une assurance médicale qui s'occupe de ça et qui donc est l'interlocuteur et qui vérifie tout ce qui doit se passer. Voilà. Alors, du point de vue des professionnels de santé, des médecins qui travaillent à l'hôpital et des médecins qui prévoient peut-être de nous rejoindre, de faire leur alia, à quoi il faut qu'ils soient préparés? Qu'est-ce qui est différent en Israël dans le système hospitalier? Alors, premièrement, la plupart des médecins, ils ont plusieurs patrons. En Israël? Ouais. Ah, c'est très nouveau, ça change. J'explique. C'est-à-dire que beaucoup de médecins travaillent aussi à l'hôpital, aussi dans la COUPA Trolim et aussi en privé. Pourquoi ? Parce que le système, historiquement, il a été conçu de cette façon. C'est-à-dire que à l'hôpital, il n'y a pas que des postes de titulaires, il y a beaucoup de postes de médecins à temps partiel. Il y a aussi beaucoup de possibilités de pouvoir, lorsqu'un médecin est spécialiste dans un domaine particulier, l'hôpital, quel que soit l'hôpital, organise une consultation, une demi-journée par semaine, une journée par semaine, et passe un accord avec le médecin ou avec la caisse, etc. Et donc,
Alors c'est important c'est évident que c'est important pour les médecins d'avoir une activité. Des fois, en général, c'est plus que ça. Hein. Il y a beaucoup de médecins qui travaillent à plein temps. Oui, bien sûr, mais en tout cas, c'est une Ils ont une activité possibilité. hospitalière et c'est pas obligé de passer un concours et d'être titulaire à partir du moment où on a une compétence particulière qui est utile et qui est demandée. Les médecins, à partir du moment où ils ont l'équivalence de leur exercice, peuvent travailler. Commencer à travailler à l'hôpital, ne serait-ce que dans des journées de consultation, des choses comme ça. La deuxième chose, ensuite, alors il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de négout d'intérêt, comme on dit ici, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Le médecin peut travailler aussi ou comme salarié de la Coupa, ce qui arrive le plus souvent. Alors maintenant, il faut savoir qu'en Israël, il va y avoir un manque de médecins considérable. Ça fait plus le temps passe, plus la situation est catastrophique. Parce que la pyramide des âges des médecins est pas favorable et que le nombre de médecins qui sont formés par les facs de médecine en Israël ne représente pas moins de 20% des nécessités du pays. Alors historiquement, ça marchait bien parce qu'il y a toujours des aliotes successifs qui ont permis de fournir dans les rangs, mais ces temps derniers, c'est moins le cas. On espère que les médecins de France, vont pouvoir venir. En plus, j'en profite pour dire qu'il y a un programme spécial pour les médecins qui a été mis en place par Gvaïm. Donc, mettez-vous sur les rangs, renseignez-vous. Franchement, ça peut sûrement vous aider et envisager les choses de manière beaucoup plus sereine. Alors, donc, il travaille aussi, peut travailler pour la couverture comme salarié. C'est aussi, en général, c'est pas un temps plein. Ça peut être les médecins vont dans des mirpaot, c'est-à-dire que le médecin, il n'a pas son cabinet. C'est rare, en particulier en début de carrière en Israël, qu'un médecin il ouvre son cabinet et qu'il reçoit les patients dans son cabinet, qu'il passe un accord avec les caisses. Ça existe, mais c'est pas le cas le plus fréquent. Le cas le plus fréquent, c'est que c'est le médecin qui se déplace, qui va il va pas faire 200 km, mais il va dans 3-4 mirpaot de Jérusalem. Prenons l'exemple d'un pédiatre, prenons l'exemple d'un spécialiste dans une spécialité quelconque, effectivement. Et maintenant, avec le temps, avec la demande, avec sa compétence, avec beaucoup de facteurs, c'est évident. Et la concurrence entre les caisses, ça c'est important aussi de savoir qu'il y a un des enjeux, un des principes fondamentaux, c'est que pour ne pas qu'il y ait d'administration à outrance et qu'il n'y ait pas de dérive importante, le principe en Israël, c'est que les caisses sont en concurrence, d'avoir créé plusieurs caisses d'assurance pour qu'il y ait une concurrence entre elles, de façon à ce que ça soit l'intérêt du patient. C'est-à-dire que le patient... Ça, c'est bien. C'est très bien. D'autant plus que le patient, avec le temps, les lois s'arrangent et que le patient, maintenant, peut pouvoir changer de coupa du jour au lendemain. Oui, c'est plus du tout sans avoir à donner des explications. Et en plus, même s'il avait, par exemple, une assurance complémentaire, il peut... Je sais qu'il y a des cas où il n'y a pas de période de carence. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que la concurrence entre les caisses et le principe de fonctionnement, à partir du moment où on est dans un système de santé avec des caisses qui donnent des prestations, alors pour aller dans le sens de l'intérêt du patient, on développe la concurrence entre les caisses. Ça fonctionne. Il n'y a pas une journée où on n'entend pas à la radio qu'il faut aller dans telle caisse ou pas, ils font de la pub, bref, on est très au courant. Exactement, donc ça fonctionne. Et donc, pour revenir au sujet, donc, les médecins aussi, au bout d'un certain temps, et en fonction de leurs compétences, ce sont des cas particuliers, des spécialités qui sont plus ou moins demandées, ça dépend. Peuvent s'installer. Ont la possibilité, au lieu de fonctionner comme des médecins qui sont salariés de la Coupa, des médecins qui sont en accord avec les caisses, et donc ils sont sur la base du remboursement des actes et pas sur la base... Et ça ressemble quand même pas mal à ce qui se passe en France. Sur la base du remboursement des actes et pas sur la base du salaire, voilà. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça devient plus intéressant. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui arrivent à travailler à la Coupa, dans les coupatrolim, et s'en sortir très bien. Voilà, tout à fait. Maintenant, ensuite, quand les médecins... Non, parce qu'il y a le fameux mythe de la consultation à 6 shekels qui affole tout le monde. Oui, non, mais de toute façon, non. C'est clair que pour un médecin, enfin moi, je n'étais pas médecin praticien en France, mais enfin, j'ai suffisamment des amis, des collègues, etc. Et puis je travaille avec eux tous les jours. Mais en pratique... C'est clair que le système de fonctionnement est complètement différent. C'est clair que l'autonomie du médecin n'est absolument pas la même en Israël et qu'un médecin qui vient de France et qui avait un cabinet, une notoriété, une réputation et qui avait l'aisance qu'on connaît, c'est clair que les règles du jeu sont complètement différentes. Alors, encore une fois, ce qu'on avait dit dans l'interview précédente, il faut les accepter. Mais au bout du compte, quelqu'un qui a une vraie compétence, il s'y retrouvera. Il faut un peu de patience, c'est tout. Alors, tu m'as parlé d'un scandale. Ah, scandale. Oui, non. J'ai découvert, non, parce que... Si.
Alors, Israël, c'est le Moyen-Orient, donc, mais je pense que c'est comme ça dans tous les pays du monde. Mais juste un point important, parce que j'ai appris ça récemment. Ça implique la coupote-Rolim Non, face aux toutes les hôpitaux. coupotes, oui. De toute façon, tous les hôpitaux sont en déficit. Et a priori, les coupotes le disent pas trop, mais j'ai compris que beaucoup de coupotes sont aussi en déficit. Bon, parce que le principe général de la santé, il faut l'accepter. La santé, c'est pas un domaine dans lequel on fait des bénéfices, c'est le contraire. Il y a toujours des technologies qui sont nouvelles, qui font implanter, qui coûtent très très cher. Il y a toujours des standards aussi de qualité qui augmentent. Et au bout du compte, on est toujours en retard d'un train par rapport au budget qu'il faut fournir parce que c'est sans fin. Alors, c'est très bien, c'est l'intérêt des patients, des nouvelles technologies, de nouveaux médicaments. Il y a des médicaments qui sont des anticorps qui coûtent 3 000 shekels, 4 000 shekels. Donc, si chaque fois qu'en Israël, il y a une commission qui est responsable de ça, de décider quels sont les médicaments qu'on va rembourser, qu'on ne va pas rembourser, c'est pas toujours facile de décider. Alors, pour revenir au sujet, donc, tout le monde est en déficit, mais les hôpitaux aussi sont en déficit. Alors en Israël, il y a quelque chose que j'ai appris récemment qui m'a quand même pas mal choqué, c'est que les coupotes-Rolim, qui sont normalement les interlocuteurs des hôpitaux et qui doivent rembourser les actes de leurs patients. Donc en Israël, ça fonctionne comme dans tous les pays du monde, c'est-à-dire que lorsque c'est de la chirurgie, c'est en acte, et lorsque c'est en général, c'est en fonction du type d'intervention, et lorsque c'est en médecine interne ou en médecine, alors c'est en fonction de la durée d'hospitalisation. Il y a le prix d'une journée d'hospitalisation en fonction du type de service, si c'est médecine ou si c'est soins intensifs, etc. Soins intensifs, etc. Mais comme les coupotes ne payent pas d'abord en temps réel, déjà pour commencer, les coupotes payent en fin d'année ou encore plus. Mais en plus, elles exigent, pour pouvoir... elles exigent, bien que a priori, elles ne peuvent pas empêcher leurs patients d'aller dans tel hôpital, dans un autre hôpital, parce que c'est le principe de fonctionnement, mais elles exigent des ristournes qui sont c'est pas des ristournes de sous-table, c'est des ristournes qui sont dans le contrat, qui est rédigé entre l'hôpital et la coupa, et ces ristournes elles peuvent aller très très loin, jusqu'à 35%. Et de quoi on parle exactement ? On parle des remboursements annuels de tous les assurés de la coupa qui ont été hospitalisés dans l'hôpital X. C'est-à-dire qu'en fin d'année, la coupote-Rolim Clalit, Léomit, peu importe, Meouchedet, peu importe, doit payer à l'hôpital tous les frais d'hospitalisation de tous ses patients, qui sont ses assurés. Alors ça, c'est évident, enfin, avec le numéro d'Azéout, le numéro d'assuré, oui, il y a un système automatique de compte, et en fonction de la prestation, mais il faut payer à un moment donné, la caisse doit rembourser l'hôpital. Bien sûr. Alors, au lieu de rembourser, alors maintenant, comme dans tous les pays du monde, il y a un Mechiron, il y a un tarif du Misrad Abriout qui est avec de la santé, oui, avec des codes qui définit chaque prestation le prix de remboursement. Et alors, comme on est au Moyen-Orient, quand on fait de la quantité, on peut diminuer les prix. Donc déjà, comme ça, c'est très mal payé, je trouve, d'après ce que j'ai vu sur les prix des tarifs, en tout cas dans les domaines de compétences qui est le mien, qui sont les analyses. Je trouve que les prix sont presque la moitié de ce qu'il y a en France ou en Europe de remboursement, mais je présume que dans les autres actes, c'est à peu près la même chose. Donc déjà, le tarif est déjà à la baisse. Mais en plus, les coupotes-Rolim, elles demandent des ristournes. Enfin, elles demandent. L'hôpital... Alors, j'étais très étonné de dire que l'hôpital n'a pas le choix, parce que comme le principe, c'est qu'il y a la concurrence entre les hôpitaux dans la même ville, par exemple, alors donc, de toute façon, il faut les hôpitaux, elles n'ont pas trop le choix. Bon, c'est les boss, quoi, les coupotes-Rolim. Oui, il faut savoir que ça. Non, mais ça... Bon, sans être à faire un grand vicouard, je ne connais pas personnellement les gens qui dirigent, mais je pense qu'il y a quand même un pouvoir qui est concentré dans les gens qui dirigent. Ouais. Alors, juste pour terminer comment ça marche, le système de santé à l'hôpital, qu'est-ce que nos médecins qui ont envie de venir s'installer, professer, etc., à quoi ils doivent être préparés, ou quelle est la qualité qui va les aider à mieux s'intégrer, à réussir leur alia ? Alors, le plus important, c'est qu'ils soient des très bons professionnels. C'est-à-dire que c'est quelqu'un le niveau en France de médecine est très élevé. Les études médicales sont des très bonnes études. Les hôpitaux français sont des très bons hôpitaux, qu'ils soient universitaires ou régionaux. Dans les cliniques, grâce à la concurrence qu'il y a entre l'hôpital et la clinique, il y a aussi de très bons praticiens. Donc, en gros, le système français, la médecine française, c'est un très bon niveau. Si un praticien vient en Israël et qu'il est spécialiste et qu'il est compétent dans son domaine, il sera largement au niveau israélien, même des fois au-dessus du niveau israélien. Parce que comme la France est un grand pays, il y a plus de sous-spécialités. Il y a plus de sous-spécialités. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où il y a
Il y a une concentration des cas. Donc, quelqu'un qui habite dans une grande ville de France et qui est spécialiste d'une sous-spécialité, il sera en moyenne, en particulier, il sera en moyenne au moins aussi, c'est plus compétent qu'un praticien israélien. Ça, c'est un plus indiscutable. Donc, et ça, il n'aura pas beaucoup de mal à le faire valoir. D'accord. Maintenant, et c'est déjà très bien. Ça veut dire qu'il aura du travail. Oui. Ça veut dire qu'il aura du travail. Alors, il aura du travail et il n'y a pas de problème. Et il sera aussi reconnu parce que les gens savent reconnaître la compétence. Maintenant, s'il était en France responsable d'une clinique ou responsable d'un service, ou s'il n'était pas praticien entre guillemets isolé, alors c'est clair que s'il veut retrouver le même niveau de responsabilité et de compétence, il ne pourra pas faire l'économie ni de la langue, ni de l'adaptation au système, ni de la connaissance du système. Donc, quand on dit que si on maîtrise l'anglais parfaitement, ça suffira, c'est un leurre. Non, c'est complètement faux. Moi, je pense que c'est complètement faux. C'est un leurre complet. D'accord, il suffit de voir, d'ailleurs, il suffit d'aller dans les hôpitaux de Jérusalem, entendre et voir les praticiens qui sont des anglo-saxons, et en particulier les Américains, qui ont beaucoup de mal avec l'hébreu, pour plein de raisons qu'on connaît. Nous, en tant que Français, qui est que, comme tout le monde parle un peu anglais, alors ils se débrouillent toujours partout. Mais en général, ils ne peuvent pas être des leaders, ils ne peuvent pas diriger un groupe de personnes, ils ne peuvent pas diriger un service, ils ne peuvent pas diriger une entreprise. La maîtrise de l'hébreu. Je pense que c'est très difficile. Peut-être qu'il y a des exceptions, par exemple dans le domaine de la recherche, dans les universités, la langue c'est beaucoup moins fondamental parce qu'on peut donner des conférences en anglais, mais d'une manière générale, il ne faut pas du tout se leurrer là-dessus. C'est très, très important d'investir dans la langue. Alors, juste pour finir, un petit truc pour investir dans la langue quand on est un professionnel à ce niveau de compétence. La langue de son métier, ça va très vite parce que dès qu'on est à l'hôpital ou dans une situation professionnelle et qu'on commence à travailler, le répertoire, il revient, il s'enrichit, etc. Donc ça, c'est relativement facile. Mais je pense mais en parallèle, il y a tout ce qui va autour, c'est-à-dire le niveau de la langue de tous les jours, la direction des personnes, tous les problèmes administratifs, tous les problèmes de budget, tous les problèmes de commande. Il y a énormément de registres dans lesquels c'est important de comprendre, d'investir. Pas seulement la langue au niveau du parler, mais au niveau des moussagim, c'est reconnaître la manière de fonctionnement. Ça, c'est important. Et la culture du pays. La culture du pays, tout à fait, parce que chaque pays fonctionne différemment, il faut savoir comment les choses fonctionnent, ça c'est important. Bon. Eh bien, écoutez, Marc Assous, merci de nous avoir éclairé de vos lumières, de tes lumières. Voilà, c'est dit, c'est fait. On vous souhaite plein de bonnes choses pour l'année qui vient et pas trop de patience, mais en tout cas, si vous en avez, soignez-les bien. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.